Et bon, bah voilà, première expérience. Je laisse quand même du temps parce que je me dis, bon, il faisait chaud si ça se trouve. Je me demande si c'était pas en début d'été. Alors à tous les coups, c'est ça. Voilà, je vais manger, ça va aller mieux. Parce qu'après, on va penser bah, hypoglycémie. En fait, il y a plein de choses. Alors, c'est pas faux, hein, l'hypoglycémie vient avec la crise d'angoisse, mais c'est pas l'hypoglycémie qui déclenche la crise d'angoisse, c'est la crise d'angoisse qui déclenche l'hypoglycémie par la chute de cortisol. Mais bon. Donc ça m'est déjà arrivé de pas être bien en fait et de devoir sortir d'une salle, mais là je sentais que c'était quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus présent. Là, euh, j'ai besoin de m'enfuir. J'ai besoin vraiment je peux pas physiquement rester dans l'endroit, c'est-à-dire que mes jambes presque avancent toutes seules. Sinon, ce que je sens, c'est que mon corps il dit si tu fais pas ça, en fait tu peux préparer deux chaises, tu vas t'allonger, et tu vas dormir. Là, en plus, ce que j'ai fait comme erreur, et ça c'est ce que j'ai plus fait après, c'est que je me suis mis au fond de la salle, avec tout le monde devant et la porte de sortie au bout. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire maintenant. Je me mets à la sortie pour pouvoir sortir s'il y a besoin. Parce que juste de penser qu'on puisse sortir, ça fait chuter la crise d'angoisse. Et là, à ce moment-là, j'ai pas encore mis de mots sur la crise d'angoisse parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est dans mon ADN, qui est connu de moi. On vous apprend pas à l'école. Tu verras, tu auras peut-être des crises d'angoisse. Ça ressemblera à ça, il y aura ça, ça, ça. Non, on te dit. Donc, du coup, je vis cette expérience et moi, ce qui se passe, c'est là, j'ai un problème physiologique. Ce qui est pas faux, j'ai un problème physiologique. Du coup, bon, je me rappelle plus vraiment, hein, mais se passe effectivement la réunion, mais je sors, ça je me rappelle, je sors. Le problème, c'est que vous sortez, mais en fait, ça ne s'arrête pas. Donc, je suis même pas sûr qu'à un moment, je re-rentre dans la salle, en fait. Je pense que je reste dehors et que je vais faire autre chose. C'est possible, hein. Euh, bon, bah voilà, première expérience. Je laisse quand même du temps, parce que je me dis, bon, il faisait chaud si ça se trouve. Je me demande si c'était pas en début d'été. Alors, à tous les coups, c'est ça. Voilà, je vais manger, ça va aller mieux. Parce qu'après, on va penser bah, hypoglycémie. En fait, il y a plein de choses. Alors, c'est pas faux, hein, l'hypoglycémie vient avec la crise d'angoisse, mais c'est pas l'hypoglycémie qui déclenche la crise d'angoisse, c'est la crise d'angoisse qui déclenche l'hypoglycémie par la chute de cortisol. Mais bon, ça à l'époque, aucune notion, hein. Euh, et donc, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais je revis les mêmes situations. Donc, très difficile parce que, comme je vous le dis, socialement, à un moment même, ce chef part, il part à la retraite et du coup, je me retrouve dans une réorganisation où j'ai un responsable et toute l'équipe qui est à Rennes et moi je suis à Paris. Formidable aussi comme truc, c'est génial. Donc du coup, je me sens complètement abandonné. Enfin, je passe vraiment par des phases où je fais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Euh, je ne sais plus exactement à quel moment j'ai commencé, mais on va prendre comme si c'était voilà, quelques mois après, quelques années peut-être. Je vais voir le médecin et à l'époque j'avais un médecin de famille de ma femme que j'avais pris parce que j'en avais pas d'autres. Euh, et on venait de déménager donc il me fallait un médecin. Et le médecin me fait tous les tests possibles et inimaginables, rien. Et là vous vivez le début de l'errance médicale avec tous les examens possibles et inimaginables où vous sortez de l'examen et où la personne qui vous analyse vous dit ah là là, j'aimerais tellement avoir la forme que vous avez. Ça me fait une belle jambe parce que moi j'ai quand même un problème. Donc du coup vous sortez de là pas rassuré, enfin rassuré parce qu'on vous dit que tout va bien physiquement. Et donc je fais test d'effort, je fais échographie du cœur, j'en passe et des meilleurs, tout va bien.
pas de problème. Et j'arrive devant le médecin qui me dit, bah écoutez, c'est dans votre tête. Et moi, à l'époque, cette phrase, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, sans doute que si, mais je la prends pas dans le bon sens. Je la prends dans le sens, si c'est dans ma tête, c'est que j'invente. Moi, à ce moment-là, quand on me dit c'est dans ta tête, c'est que j'invente. C'est que je le rêve, le truc. Et alors que c'est pas ça, c'est que c'était dans la tête. Et donc je ressors sans réponse en fait, avec un médecin qui, excusez-moi, mais qui ne fait pas preuve d'une grande empathie. En fait, pour moi, les médecins, c'est des mécanos. Ils vont vérifier qu'il y a tout qui marche dans la machine, mais au-delà de ça, ils vont pas aller chercher plus loin. Alors, il y en a peut-être qui sont pas comme ça, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui le sont, parce que j'ai pas vécu beaucoup d'expérience avec les médecins qui, euh, qui m'ont écouté, parce que je suis vraiment à l'époque en grande détresse. Sauf que moi, comme je garde un peu tout en moi, sur moi, que je montre pas les choses, parce qu'on m'a toujours appris ça, eh bien, figurez-vous que du coup, le médecin, voilà, si un médecin, si vous n'allez pas le voir en hurlant, en vociférant, il fera rien pour vous. Donc je repars avec ça et je vis quelques années encore comme ça, hein, pas mal d'années comme ça. Et donc, je vous ferai la surprise à la fin de pourquoi j'en arrive à là. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Euh, les choses empirent, c'est-à-dire que je dois aller à Rennes. Je me rappelle encore que je dois aller à Rennes. Et je fais une crise d'angoisse sur l'autoroute. Parce que quand je vais à Rennes, j'y vais en voiture, tout seul. Et je fais une crise d'angoisse. Je m'arrête sur une aire d'autoroute. Je dors pendant peut-être 3 4 heures. Et j'appelle mon chef. Je dis, je suis incapable de repartir. Il me dit, bah, tu fais demi-tour, tu rentres. C'est ce que je fais. Une autre fois, je me rappelle, j'arrive à Rennes, mais je fais la crise d'angoisse à l'hôtel en m'endormant. Voilà. Une crise d'angoisse, par défaut, on peut pas la maîtriser, on peut même pas savoir pourquoi elle vient, parce que c'est quelque chose de purement inconscient. Donc, à un moment, votre système intérieur va capter une information qui va lui rappeler quelque chose et qui va déclencher une angoisse. C'est pour ça que souvent, les gens qui vivent des crises d'angoisse, euh, moi j'ai vécu par exemple des crises d'angoisse, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive quand je suis en vacances, par exemple. Parce que je suis en vacances. Je suis là, je suis bien, je suis allongé sur la plage, les oiseaux, le bruit des vagues, on va dire qu'il n'y a personne, parce que voilà. Et d'un seul coup, je fais une crise d'angoisse. En fait, c'est pas compréhensible parce qu'en fait, votre inconscient a capté une information que vous n'êtes absolument pas capable d'analyser et il va prendre ça comme quelque chose qui va déclencher tous les symptômes de la crise d'angoisse. Donc, je vis aussi les retours de vacances comme ça, pas possible, dans des états, je saurais même pas vous décrire en fait. Je pourrais essayer, mais nausées, vertiges, besoin de s'enfuir, euh, maux de ventre, maux de tête, peur irrationnelle en fait. Peur par exemple de ne pas avoir qu'il n'y ait pas de toilette. Alors que, bon, je vais vous dire quelque chose, mais je suis un homme aussi, donc on a cette chance qu'on n'ait pas forcément besoin de toilette. Mais il y a cette peur qui vient comme ça, la sensation d'être agressé à chaque fois que quelqu'un nous parle, la gorge nouée, les transpirations, les palpitations, voilà, le cœur justement. Euh, et puis le déclencheur, c'est que à un moment, donc mon fils, enfin le déclencheur, c'est pas vraiment ça, mais mon fils et moi sommes à la maison et je fais une crise d'angoisse et je lui dis, voilà, je te mets le numéro de téléphone ici, c'est les urgences, tu pourras appeler quand papa mourra. Mais je crois que mon fils avait 6 ans à l'époque. Et là, je fais une sorte de sortie de corps en me disant, tu peux pas continuer comme ça. Et donc je vois que là, je commence à atteindre un niveau très élevé. Et à l'époque, je suis à Poissy, donc c'est 2010. Je démarre le projet 208, la première 208. Donc pareil, je reviens là-dessus, hein, techniquement incroyable, mais socialement parlant,
J'ai un chef toxique, mais toxique au possible. Je suis à Poissy, je travaille de nuit et de jour. Je suis au milieu de tous les services, aucun ne me soutient. Ça, c'est souvent le cas aussi dans l'automobile, hein. Ça fait partie des trucs sympas aussi. Il faut vraiment être solide. Je sais même pas comment. En fait, maintenant, avec le recul, après 17 ans, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir, en fait. J'ai dû avoir une force intérieure incroyable qui m'a fait tenir. En fait, c'est ma part HPI qui a fait ça, mais c'est assez énorme. Et donc, le décès de ma mère. Et même si c'est pas que ça me fait chuter, je m'écroule, on va dire burn-out. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je me bloque le dos. Et dans l'usine de Poissy, alors maintenant c'est plus le cas parce qu'ils ont détruit le bâtiment, mais il faut savoir qu'il y a un bâtiment avec un couloir qui fait 2-3 km de long, je pense, et qu'on appelle le couloir de la mort. Pas mal, hein. Qui est sombre au possible, qui est glauque, qui est de 1900, même pas 70, hein, je pense même avant, 60, 50 peut-être. Je pense que c'était dû à la création, c'est-à-dire Ford, quand ils sont venus monter leur usine. Et je me pète le dos, et donc je vais voir mon médecin, un autre médecin du coup que j'ai changé depuis, l'autre étant parti à la retraite, et bref. Et je lui dis voilà, je me suis coincé le dos. Puis elle me fait parler. Je lui dis, puis des fois quand je suis dans ce couloir, je me retourne, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de me suivre et va me tuer. Et donc elle me dit, bah écoute, ok, pour ton blocage de dos, ça va être séance de kiné, je crois, à l'époque, ou ostéo, je sais plus. Je crois que c'était plutôt kiné parce que elle croyait pas trop à l'ostéo. Et par contre, pour ta dépression, on va voir. Et là, une espèce éclair complet. Ah, enfin un mot là-dessus. Tout s'enchaîne, tout se met en place. Séance d'hypnose, séance de MDR, grosse séance de respiration, surtout au début, hein, apprendre à faire la cohérence cardiaque. Et là, vraiment, j'évacue, mais j'évacue, mais j'évacue, mais j'évacue. Et donc on est à cette époque-là en 2012, 2011, 2012. Début des antidépresseurs aussi, bien sûr. 10 ans avec les antidépresseurs, mais plus parce que j'avais du mal à arrêter, pour d'autres raisons dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos et je ne reparlerai pas là. Mais maintenant, là, enfin maintenant, il y a quelques années, je pense, j'ai fait le lien que, en fait, ça a commencé avec l'annonce de ma mère qui annonce le cancer en 2004. À l'époque, elle rentre de vacances parce que, en vacances, elle se sent pas bien, elle passe son temps à vomir, à être en diarrhée. Et donc elle est, je sais plus si elle est rapatriée à l'hôpital ou ouais, c'est possible, elle est à l'hôpital là-bas. Et elle m'appelle, elle me dit voilà, il faut qu'on se parle. Et donc je viens et je vois encore cette image où effectivement elle m'annonce le cancer dont elle était sujette. Et moi, avec mon hypersensibilité, et sans doute encore maintenant, dès qu'on annonce cancer, pour moi ça y est, c'est la fin. Alors que non, toute évidence non. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, et je ne sais pas encore maintenant, peut-être que je vivrai ce genre de choses, euh, et j'ai jamais été vraiment confronté à la maladie. J'ai été confronté à la mort, mais pas à la maladie. Et pas à la maladie de ma mère, et pas à la maladie de quelqu'un qui a, à l'époque, elle a 60 ans. Donc pour moi, c'est jeune. Enfin, oui, c'est jeune. Euh, D'un seul coup, une référence pour moi, ma mère, c'est quand même une référence, malgré tout ce qu'elle a pu avoir de négatif, parce que c'était pas un ange non plus, mais on a un lien très particulier avec ma mère à l'époque. Euh, voilà, c'est un peu chien et chat, compliqué. J'ai jamais vraiment tout su et sans doute que je saurais peut-être jamais tout. Je viens d'avoir des brides il n'y a pas longtemps avec, grâce à la médiumnité justement, des informations qui me sont venues et j'espère en avoir encore d'autres. Et pas que grâce à la médiumnité, mais grâce aussi au travail que je fais sur moi.
Euh, mais en tout cas, voilà. Et j'ai mis le doigt, en fait, sur le fait que ça a été le déclencheur du début des problèmes et que la fin s'est arrêtée à son décès. C'est arrêté, voilà. En tout cas, ça va mieux. En tout cas, euh, j'ai un mode de vie aujourd'hui où il y a des raisons quand même d'être très stressé et je le suis beaucoup moins. Donc, je me rends compte quand même de l'évolution. Mais à l'époque, voilà. Et donc, je vous amène un petit peu du coup la conclusion de ma vidéo, qui ça fait 30 minutes, c'est déjà pas mal, mais c'est nécessaire pour moi parce qu'il y a besoin de poser les bases. Les bases. Euh, on peut vivre un deuil, c'est pas un deuil par procuration, ça ne peut pas s'appeler comme ça. On peut vivre la maladie par procuration, c'est-à-dire que euh, j'ai pas eu les mêmes symptômes que ma mère, j'ai développé mes propres symptômes, mais c'est comme si en parallèle tous les deux, on avait suivi le chemin, que elle vivait bien sûr ses symptômes et moi je vivais les miens, mais qu'on était en synchronisation. C'est pas tout le monde qui vit ça. Pour ça, il faut vraiment être hypersensible. Pour ça, il faut être à l'écoute de soi. Euh, pour ça, il faut avoir une ouverture d'esprit. Pour ça, il faut avoir tous les mots là que je viens de dire pour que vous puissiez comprendre. Il faut avoir une atypie, il faut avoir tout ce que vous voulez. Mais je pense que cette vidéo, elle résonnera par rapport à ça. Et là, au moment où je vous la fais, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans parce que les choses vont venir après, en texte, je veux dire. Mais je reviens vraiment sur ces mots-clés qui sont très importants. Je pense que moi, j'aime pas trop aujourd'hui, on parle d'hypersensibilité, ça prend une ampleur qui me déplaît un peu. Euh, pas que, pas que ça me déplaise qu'on en parle, mais que ça me déplaise qu'on la fasse dériver. Qu'aujourd'hui, on pense qu'on est hypersensible juste parce qu'on regarde Titanic et qu'on pleure. Enfin, je caricature un peu, mais on n'en est quand même pas très loin. Pour moi, l'hypersensibilité ne vient pas seule, en fait. Elle est avec autre chose. Et c'est ce autre chose qui a une part hypersensible. Et donc, pour moi, j'ai vécu ça par rapport à ma mère. Et à l'époque, je ne savais absolument pas. Je n'avais pas de conscience de tout ça, parce que j'ai été euh, éduqué dans une famille qui ne cherche pas à comprendre les problèmes qu'ils ont. Ils vont dire je les ai et c'est comme ça, si ça va pas, je prends un Doliprane. Donc n'allons surtout pas chercher des problèmes là où il n'y a rien, n'allons surtout pas creuser de choses, n'allons pas nous éveiller à autre chose. Voilà, vivons notre vie en métro boulot dodo, ne changeons pas de travail et arrivons à la retraite aussi bien qu'on peut et on en profitera. Alors qu'en fait pour moi on ne peut pas en profiter, mais bon. Euh, et donc à l'époque, j'ai aucune notion de tout ça. Et c'est, vous voyez, quand même de longues années après, hein, oui, de longues années, hein, parce que si on compte que c'était 2004 le début, on est en 2025, vous voyez depuis combien de temps ça a mis pour en arriver à cette conclusion-là. Mais pour moi, voilà. Et après le deuil, alors c'est encore autre chose, mais c'est quand même un deuil de la maladie, en fait. C'est d'accepter que sa mère est malade, c'est d'accepter que alors elle a vécu 7 ans avec le cancer hein, quand même, hein. Donc elle a eu la chance de connaître mon mariage, de connaître mes enfants. Euh, voilà, c'est pas totalement négatif. Mais voilà, bon, je vais essayer de clore cette vidéo parce que sinon elle va traîner. Cette vidéo, je voulais qu'elle vous apporte un éclaircissement. C'est plus pour les gens qui vivent ce genre de choses en ce moment. Donc on part vraiment sur les anxiétés, sur les crises d'angoisse, mais souvent allez chercher au-delà de ce que vous croyez être. Voilà, c'est un peu c'est la phrase que je voudrais, peut-être que je l'utiliserai pour cette vidéo. Allez vraiment au-delà de ce que vous croyez que ça puisse être. Et surtout, d'aller au-delà de ce qu'on pense, ce que les autres pensent que ça puisse être. Personne ne pourra jamais vous dire mieux que vous ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez.
pourra vous poser des questions pour que vous puissiez trouver, mais il ne pourra jamais trouver exactement. Il n'y a que vous qui saurez. Voilà. Cette analyse-là, moi je l'ai faite, elle est logique, elle est normale, elle est réelle, elle prend sens, et les crises d'angoisse, bah, il y a ce côté indéniable des crises d'angoisse où on ne sait pas ce qui nous arrive. On est dans un espèce de flou. C'est pas logique une crise d'angoisse, si vous voulez. On essaye de donner de la logique à la crise d'angoisse, mais c'est totalement illogique. Euh, Comme je vous l'ai dit, ça n'arrive pas forcément dans des moments où vous êtes angoissé. Enfin, en tout cas, pas consciemment. Donc il faut chasser le conscient, parce que lui, il va analyser, il va vraiment chercher à comprendre. Et il va pas trouver, là, il va rien avoir. Donc il faut vraiment revenir à la base et à l'inconscient, et donc à l'état de conscience modifié pour avoir accès à l'inconscient, que ce soit en hypnose, que ce soit en méditation, que ce soit en yoga, que ce soit même en sport, j'ai envie de dire, trouver vraiment des solutions pour pouvoir arriver à comprendre ce qui se passe. Et après, votre conscient, il vous aidera parce qu'il pourra faire des liens par rapport à ce que vous ressentez et aux événements que vous vivez. Mais ça prend du temps. Les crises d'angoisse, malheureusement, ça prend du temps. C'est pas comme ça d'un claquement de doigts qu'on va comprendre d'où ça vient. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté une certaine réflexion, que vous aurez eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.